On arrive enfin à l'étape tant attendue où tu construis ta stratégie IMO. Maintenant que tu es au clair sur tes objectifs et ta situation, on va passer aux choses sérieuses. À la fin de cet épisode, tu auras toutes les cartes en main pour faire ton choix. C'est parti. Bienvenue sur Realtimum, le podcast de l'entrepreneuriat immobilier au féminin. Si tu te sens perdu ou bloqué sur un projet qui touche de près ou de loin à l'immobilier, alors tu es au bon endroit. Je te donne rendez-vous tous les lundis pour parler investissement immobilier, entrepreneuriat ou encore développement personnel. Donc viens faire le plein de conseils, de solutions, mais aussi de bonne humeur. Moi, c'est Jade, je suis coach immobilier, closeuse et maman d'un petit garçon de 3 ans. Avant, je travaillais dans le domaine de l'humanitaire et de la santé publique. J'étais épidémiologiste et pharmacienne, mais j'en ai eu assez d'assister les gens. Je voulais surtout qu'ils deviennent autonomes et reprennent en main leur vie. C'est pourquoi, à travers ce podcast, je me donne comme mission de t'apporter de la clarté et de la compréhension pour t'épanouir dans ton projet tout en atteignant tes objectifs. Car je pense profondément qu'en réalisant ses rêves, c'est aussi nous que nous réalisons. Alors déjà, je m'excuse, j'ai pris un coup de froid, du coup j'ai la voix qui sera un peu différente. Donc je suis désolée si je parle un peu du nez, hein. Je tiens à m'excuser par avance. Bref, entrons dans le vif du sujet. Avant de commencer, ce que je voudrais dire surtout, c'est qu'il n'y a pas de stratégie parfaite dans l'absolu. Je le répète, il n'y a pas de stratégie parfaite dans l'absolu. Il y a simplement la stratégie qui te convient. Celle qui fit avec tes objectifs, à court, moyen et long terme, mais aussi à ta situation à l'instant T. Je te renvoie à l'épisode précédent, on a justement fait un bilan pour t'aider à avoir une vision objective de ta situation. Cette stratégie, elle va se composer de plusieurs éléments. Elle va reposer sur la typologie de biens que tu décides d'acheter, la fiscalité que tu vas sélectionner, et enfin, la forme juridique que tu vas utiliser pour acheter ton bien. On va reprendre, point par point, chacun de ces critères. Mais d'abord, je voudrais te rassurer, c'est normal de pas s'y retrouver. C'est normal de pas s'y retrouver parce que quand on commence à s'intéresser au sujet de l'immobilier, il y a vraiment énormément d'informations à intégrer. Et au moment où on doit construire sa stratégie, on a eu 1 milliard de possibilités en face de nous. Donc l'idée de cet épisode, ça va être de tenter d'y voir plus clair et de simplifier les choses au maximum. Donc je suis pas là pour rentrer trop dans les détails, mais ça vous donnera au moins un aperçu et les grandes lignes qui vous aideront déjà à vous orienter vers une stratégie et surtout à vous renseigner plus en amont sur ce qui vous intéresse et ce qui pourrait convenir à votre situation. Donc comme je le disais, la question n'est pas quelle est la meilleure stratégie, mais plutôt quelle est celle qui convient le mieux à tes objectifs et à ta situation. La raison pour laquelle tu choisis une stratégie plutôt qu'une autre peut être la même raison pour laquelle un autre ne la choisira pas. On s'en fiche, en vrai. L'idée c'est que ça fit avec toi. Alors, pour commencer, on va s'intéresser à la typologie des biens. Le choix de la typologie des biens que tu vas vouloir acheter, elle va reposer sur ton enveloppe d'emprunt, ta capacité d'emprunt, mais aussi sur la zone dans laquelle tu souhaites acheter. En fonction de la zone, tu vas pas forcément avoir accès à toute la typologie des biens qui va correspondre à ton enveloppe d'emprunt. On va faire un rapide tour d'horizon des avantages et inconvénients de chaque typologie de biens. Je vais m'arrêter vraiment au plus courant. Donc typiquement, on a les appartements, les maisons, les immeubles. Bien sûr, il y a aussi les terrains, les forêts, etc. Mais voilà. On va rester sur le plus usuel. Les plus et les moins pour les appartements. Alors, les avantages, c'est que on a une copropriété. Donc, quand on a des travaux lourds, on mutualise le coût. Et c'est beaucoup plus facile et rapide à vendre. Parce que c'est souvent là où les gens qui recherchent leur résidence principale ont le plus de capacité d'achat. Et c'est fou parce que ces mêmes avantages peuvent aussi être des inconvénients. Le fait d'avoir une copropriété, ça peut être pénible parce que quand on n'a pas le budget ou qu'on n'a pas prévu la trésor pour faire des travaux dans la copropriété, on est complètement coincé lorsque ces travaux ont été votés et validés par la copro. En termes de liquidité, ça veut aussi dire qu'au moment de l'achat, on a plus de concurrence. Parce qu'on a aussi les gens qui veulent se loger. Enfin, en termes d'inconvénients, on va aussi avoir le fait que la mensualité du crédit aura en face un loyer qui ne sera porté que par un seul locataire. Ce qui veut dire qu'en cas d'impayé, tout de suite, c'est à nous de compenser. Lorsqu'on n'a pas pris de garantie loyer impayé, je vous l'accorde. Claire, on n'a pas la possibilité de mitiger le risque de vacances locatives et d'impayés puisqu'on n'a qu'un seul locataire. Bien entendu, en face de ça, on va avoir des modes d'exploitation qui vont venir compenser ce défaut, type colocation par exemple. Mais on n'en est pas là. Passons aux maisons. Les maisons,
elles sont plus intéressantes parce qu'elles sont en monopropriété. Donc ça veut dire que quand il y a des travaux à faire, on décide de quand, et on décide surtout de combien on est prêt à mettre à l'instant T. Elles sont moins liquides, c'est vrai, parce que les familles qui ont le budget pour acheter une maison, il y en a un peu moins. Mais elles ont souvent plus de valeur, leur prix au mètre carré est plus important que les appartements. Et comme tout à l'heure, le fait par exemple d'être en monopropriété, ça va aussi être un inconvénient parce que dès qu'on aura beaucoup de travaux à faire, on va être seul à les supporter, donc c'est beaucoup plus contraignant. Donc finalement, à chaque fois, on va continuer avec les immeubles, mais vous voyez bien qu'il n'y a pas de bien parfait, de type de bien parfait à acheter. À chaque fois, il faut jongler avec les avantages et les inconvénients. On va terminer sur les immeubles. Donc les immeubles, pareil, c'est de la monopropriété, donc ça peut être un avantage comme un inconvénient, comme on a pu le voir avec les maisons. L'avantage, c'est qu'on achète plusieurs lots en même temps, donc on fait beaucoup d'efforts, mais on en achète plus à chaque fois. Et on peut aussi mixer plusieurs modes d'exploitation au sein du même bâtiment. Donc ça peut aussi être un avantage. Je compléterai en parlant des travaux, et notamment des travaux qui concernent la rénovation énergétique, puisque là, on va avoir des contraintes administratives qui vont s'accumuler avec un calendrier précis. Ici, à être en monopropriété ou en copropriété, ça va avoir un gros impact, puisque on va devoir supporter ces travaux avec les contraintes de temps, seul ou en copropriété. Et ça va vraiment avoir un impact complètement différent. Donc, franchement, je vous avoue que là, à l'heure actuelle, je préférais être en monopropriété, quitte à jongler avec des modes d'exploitation qui m'exemptent en attendant des contraintes énergétiques, le temps de provisionner petit à petit mes travaux, que d'être en copropriété et me retrouver ou coincé par la copro qui ne veut pas faire de travaux et avoir un DPE dégueu, ou alors être contraint de faire des travaux avec des coûts exorbitants. Passons maintenant à la fiscalité. La fiscalité va être dépendante de la forme juridique. On en parlera juste après. Elle va aussi être liée au mode d'exploitation. Pareil, ce sera parmi les prochains critères que nous verrons. Grossièrement, on va avoir 3 modes d'exploitation, en tout cas quand on démarre. Globalement, on va avoir le LMNP, donc le loueur meublé non professionnel. On va avoir l'imposition sur les revenus. Et on va aussi avoir la possibilité de se soumettre à une imposition sur les sociétés. Chaque fiscalité va être attachée à une forme juridique. Lorsqu'on est en LMNP, c'est qu'on a acheté en nom propre. Quand on est en imposition sur le revenu, on a le choix d'avoir acheté en nom propre ou via une société. Et enfin, quand on est soumis à l'imposition sur les sociétés, c'est que nécessairement on a acheté via une société. Donc grossièrement, ces différentes fiscalités vont avoir aussi leurs avantages et leurs inconvénients, et c'est souvent là qu'on va pouvoir jouer pour coller à nos objectifs. Le LMNP, c'est souvent très facile à mettre en œuvre, on achète en nom propre. Ensuite, on a la déclaration à faire à l'INPI pour obtenir un SIRET. Ne me demandez pas pourquoi on a un SIRET alors qu'on est en non professionnel, je ne saurais pas vous répondre. Demandez à l'administration fiscale. On n'a pas de comptabilité lourde à mettre en place. Ça permet d'optimiser l'imposition parce que justement, on va avoir la possibilité d'utiliser les amortissements pour pouvoir réduire son assiette d'imposition. Et qui dit absence de comptabilité, dit accès direct au loyer, sans avoir à justifier des entrées et sorties. J'ajouterais quand même qu'il est plutôt recommandé d'avoir au moins un compte bancaire à part de ses comptes personnels, histoire quand même d'avoir un minimum de suivi. Dernier élément pour le LMNP qui est très intéressant, c'est au moment de la revente, puisqu'on va pouvoir ne pas réinjecter les amortissements, et donc payer l'impôt sur la plus-value sur une assiette moins importante. Je vais tenter de vous expliquer ce qu'est l'amortissement, parce que je vous parle de l'amortissement depuis un petit moment, je sais même plus si je vous l'ai défini, mais c'est pas grave. L'amortissement, en fait, c'est une façon comptable de tenir compte de l'usure du bâtiment. Mais ça peut aussi s'appliquer sur le mobilier, par exemple. Et contrairement à l'impôt sur les sociétés, au moment de la revente, ce delta lié à l'usure du bâtiment ne va pas venir augmenter artificiellement la plus-value du bien. C'est vraiment la force du LMNP qui en fait une niche fiscale. Quels sont les avantages et inconvénients principaux à soumettre ces revenus locatifs via l'impôt sur les revenus? D'abord, l'imposition sur les revenus, donc comme je le disais, n'est pas nécessairement liée à une forme juridique, mais plus à un mode d'exploitation, puisqu'elle va concerner les locations nues, que ce soit des baux d'habitation, des baux commerciaux ou des baux professionnels. Là aussi, l'avantage va se situer au niveau de l'imposition au moment de la revente, donc du calcul de l'impôt sur la plus-value, puisqu'on va aussi bénéficier d'un abattement en fonction de la durée de détention. Le second intérêt est là aussi dans la simplicité de mise en place et de déclaration. On a aussi la possibilité, lorsqu'on crée du déficit foncier, c'est-à-dire lorsqu'on a des travaux sur les biens concernés, de venir utiliser ce déficit pour réduire l'assiette d'imposition de l'impôt sur les revenus, à savoir tout ce qui va être salaire,
en plus des revenus locatifs liés à la location nue. Ce qui peut être très avantageux pour des foyers fiscaux qui sont déjà fortement imposés. Attention cependant, tous les travaux ne seront pas déductibles. Le principal inconvénient, c'est que en comparaison du LMNP, il y a bien moins d'éléments que l'on peut déduire pour réduire son assiette d'imposition. En dehors de certains travaux, comme je l'ai cité précédemment, on ne va pas pouvoir déduire l'amortissement, ni toutes les charges qui sont déductibles en LMNP. Ainsi, si l'impact des revenus locatifs n'a pas été anticipé, on peut se retrouver à payer plus d'impôts sur le revenu. Enfin, on a l'impôt sur les sociétés, donc forcément rattaché à un véhicule d'achat via une société. Donc l'avantage, c'est qu'on maîtrise beaucoup mieux la fiscalité sur la durée, puisqu'on a une première tranche d'imposition à 15% jusqu'à 42 500 € de bénéfices, et au-delà de ces 42 500 € de bénéfices, une imposition à 25%. Donc ça veut dire que on peut vraiment voir venir son imposition et la moduler. On a aussi l'avantage d'optimiser son imposition, justement via les charges, la création de charges et d'amortissements. L'inconvénient de l'impôt sur les sociétés, c'est qu'on a une double imposition parce qu'on a la société qui est imposée par rapport à ses bénéfices, et ensuite quand on sort l'argent de la société pour se payer soi, que ce soit via des dividendes ou un salaire, on va avoir une seconde imposition. Bien sûr, il y a des façons de contourner un peu les choses légales, notamment via le compte courant d'associé, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avancez de l'argent pour votre société, vous avez la possibilité de récupérer cet argent net d'imposition. Enfin, un deuxième inconvénient va être la revente. En effet, l'imposition de la plus-value à la revente pour une société soumise à l'impôt sur les sociétés ne bénéficie d'aucune exonération ni abattement. Voilà, on a fait le tour pour la fiscalité. Bien entendu, il n'y a pas de régime fiscal parfait, mais simplement un régime qui correspondra ou pas à vos objectifs. Intéressons-nous maintenant au mode d'exploitation. Le mode d'exploitation, il va être lié à la typologie de bien. Évidemment qu'on ne fait pas une colocation dans un studio, mais aussi à la zone d'achat, puisqu'il y a certaines zones qui vont se prêter un peu plus ou un peu moins à certains modes d'exploitation. Typiquement, les métropoles sont plus intéressantes pour faire de la colocation. Non pas qu'on ne peut pas en faire partout, mais là-bas la tension locative est telle que on a une vraie demande pour les colocations. On va maintenant faire un tour d'horizon des plus et des moins de chaque mode d'exploitation, en commençant par la location nue. L'avantage de la location nue, c'est qu'en termes de gestion, il n'y a pas plus simple. En clair, entre deux locataires, on met un coup de peinture et c'est bon. En termes d'usure, forcément, vu qu'il n'y a vraiment que les 4 murs, c'est beaucoup plus simple à gérer. L'inconvénient va être que la rentabilité est beaucoup moins importante en location nue que pour les autres modes d'exploitation. Pour la location meublée, forcément, on a une meilleure rentabilité, mais derrière, on a le coût du mobilier à l'achat, mais aussi à l'entretien entre deux locataires qui va être plus important. On va avoir aussi de l'usure qui va être un peu plus important puisqu'on a à la fois le mobilier, en plus des murs, entre guillemets, qui peuvent être abîmés par le locataire. Pour la location saisonnière, c'est très simple, c'est souvent le mode d'exploitation le plus rentable. Paradoxalement, on a une meilleure conservation du bien puisque les personnes ne restent que très peu de temps dans le bien. Par contre, en termes de mise en place, gestion, c'est un peu plus énergivore et chronophage. À cela, il faut ajouter la relation humaine avec les voyageurs, qui peut parfois être émotionnellement compliquée. Bien entendu, c'est pas toujours facile de faire un choix, parce que parfois on a plusieurs stratégies qui se prêtent pour atteindre nos objectifs. Donc ce que je vous propose, c'est de réserver un calendrier de 15 à 20 minutes. C'est gratuit, c'est sans engagement. L'idée c'est d'échanger et de vous aider à avoir les idées plus claires sur quelle stratégie sera la plus intéressante pour vous. Moi, ça me fait toujours plaisir de discuter immobilier et on pourra justement affiner vos réflexions concernant la stratégie la plus adaptée. Terminons maintenant avec la forme juridique. Donc, en quelque sorte, ça va être comment je vais acheter mon bien. Est-ce que je vais utiliser une société ou est-ce que je vais le faire en nom propre? Bien sûr, la forme juridique, elle va être en lien étroit avec la fiscalité. Le fait de vouloir acheter à plusieurs va aussi induire une certaine forme juridique pour l'achat. Le conseil le plus sécuritaire, c'est d'acheter via une société lorsqu'on est à plusieurs, parce que ça va permettre d'anticiper la sortie des associés, de régir la relation entre les associés, mais aussi ce qu'on fait en cas de décès. Lorsqu'il y a une problématique de transmission, là aussi le fait d'acheter en société va être beaucoup plus intéressant, parce qu'on va pouvoir notamment minimiser l'impact fiscal. Enfin, la forme juridique va aussi influencer le financement de votre achat. Globalement, il est parfois plus facile de faire financer une société quand on a un certain profil d'emprunteur, mais aussi parce que on ne va pas être contraint
aux normes du HCSF et on va avoir une certaine souplesse dans les négociations avec la banque, puisqu'elle ne sera pas contrainte justement à ces normes. Pour faire court, au niveau des formes juridiques, on a l'achat en nom propre, seul ou en indivision, et l'achat en société, type SAS, SARL, SCI, etc. Prenons les avantages de l'achat en nom propre et en indivision. On va avoir une simplicité au niveau de la comptabilité, puisqu'on n'a pas besoin de tenir une compta stricte. On est aussi plus facilité en cas de revente, puisqu'on revend un bien et non des parts de SCI. L'inconvénient, c'est que, notamment lorsqu'on est en indivision, donc quand on achète à plusieurs en nom propre, il va falloir liquider l'indivision lorsqu'il y a un désaccord, une séparation, ou lorsqu'une des deux personnes impliquées dans l'indivision ne souhaite plus conserver le bien. L'autre point, c'est qu'en termes de transmission, c'est pas du tout optimisé en termes de fiscalité. Pour ce qui est des achats en société, l'avantage, c'est qu'on peut vraiment optimiser la fiscalité, mais aussi la transmission d'un point de vue juridique. On peut définir la répartition des parts entre les associés, notamment lorsque chacun apporte un apport différent, par exemple. L'inconvénient principal, c'est que ça a un coût en termes de comptabilité et ça demande aussi pas mal de lourdeur administrative en termes de vie de la société. Il faut faire des AG, par exemple, des choses comme ça. On est aussi beaucoup moins souple en termes de prise de décision et on a les bénéfices qui vont être encapsulés dans la société et qui vont derrière impliquer une double fiscalité, on l'a déjà vu. Pour conclure cet épisode, je dirais que pour composer sa stratégie, celle qui va vraiment répondre à nos besoins, il faut se poser 3 questions. À qui je veux que cela profite? Dans quel délai je veux avoir les bénéfices de mon achat? Mais aussi dans quel but? En répondant à ces 3 questions, on va pouvoir piocher dans chaque caractéristique de sa stratégie les éléments qui vont le mieux y répondre. Bien entendu, il faut garder à l'esprit que la stratégie qu'on va choisir aujourd'hui ne va pas forcément être la même dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et effectivement, en cours de route, il va se passer des choses dans notre vie. On va se marier, on va avoir des enfants, voilà, il va se passer 1 milliard de choses qui vont nous obliger parfois à réviser nos positionnements. Et c'est ok. Désormais, vous avez les ingrédients principaux pour composer votre stratégie. Et surtout, n'oubliez pas de vous régaler au passage. Voilà. L'épisode du jour est terminé. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. N'hésitez pas à noter l'épisode et à vous abonner au podcast s'il vous a plu. Vous pouvez aussi m'envoyer vos questions et commentaires via les réseaux sociaux, donc sur ma page Facebook et mon Instagram. Et bien sûr, par mail à contact.realtimum@gmail.com. J'ai plus qu'à vous souhaiter une magnifique semaine et à vous dire à très vite sur Realtimum.